Ce voyage n'est pas négociable, Julia. Tu sais ce qui est en jeu pour la promotion. C'est juste une fausse alerte, comme les 3 dernières fois où nous nous sommes précipités à l'hôpital. L'équipe m'attend à l'aéroport. Je dois y aller maintenant. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Mon mari, Marc, a prononcé ces mots sans la moindre trace d'inquiétude, son attention entièrement portée sur son reflet dans le rétroviseur de la voiture où il ajustait sa cravate en soie ridiculement chère. Le nœud devait être parfait, un Windsor impeccable, qui hurlait l'ambition professionnelle et une confiance inébranlable. Il y avait passé 10 minutes entières ce matin-là, un témoignage de ses priorités. Mon propre reflet était un masque pâle et déformé d'incrédulité sur la vitre du côté passager, mes mains agrippant le gonflement de mon ventre où une autre contraction atteignait son paroxysme, une vague de feu et de pression qui me coupait le souffle. Ce n'était pas comme les autres fois. Ce n'était pas le léger resserrement des contractions de Braxton Hicks, les répétitions générales qui nous avaient envoyés dans des trajets paniqués et finalement inutiles vers la maternité. C'était la grande première, le soir de l'ouverture, et mon partenaire de scène quittait le théâtre avant même que le rideau ne se soit levé. Je pouvais sentir l'humidité distincte et terrifiante s'étendre sur le siège en cuir sous moi, un signe si sans ambiguïté que même un homme aussi délibérément ignorant que Marc aurait dû être capable d'en comprendre la gravité. Il avait simplement choisi de ne pas le faire. Sa grande promotion, l'aboutissement d'une année passée à lécher les bottes et à poignarder ses collègues dans le dos pour gravir les échelons de l'entreprise, était enfin à sa portée. Cette retraite de renforcement d'équipe, dans un luxueux complexe hôtelier de montagne, était le dernier obstacle, un week-end de camaraderie forcée et d'éloges sycophantiques pour son patron, Henderson. Pour lui, l'arrivée imminente de son premier enfant n'était pas un miracle à contempler, mais un contretemps terriblement malvenu, un conflit d'agenda de la plus haute importance. Son irritation couvait depuis des semaines, un ressentiment de bas grade chaque fois que je mentionnais ma fatigue ou mes chevilles enflées. Il ne voyait pas le bébé comme notre fille, mais comme un saboteur de son plan quinquennal méticuleusement préparé. Il avait même, dans un moment d'une cruauté stupéfiante une semaine auparavant, marmonné qu'il espérait qu'elle aurait la décence d'attendre après son bilan trimestriel. Maintenant, face à la réalité indéniable de mon travail, il n'était pas seulement irrité, il était activement en colère, comme si j'avais orchestré tout ce processus biologique uniquement pour le contrarier, lui et sa carrière. Il a finalement terminé avec sa cravate, s'est adressé un sourire satisfait dans le miroir et s'est tourné vers moi, les yeux froids et dédaigneux. Il ne voyait pas une femme en souffrance, son épouse, la mère de son enfant. Il voyait un obstacle. Le monde à l'extérieur de la voiture semblait s'estomper dans un bourdonnement assourdi, mon univers tout entier se rétrécissant à l'espace entre les 2 sièges avant, un gouffre rempli de son insensibilité et de mon horreur naissante et déchirante. Il allait vraiment le faire, il allait me quitter. Notre vie ensemble n'avait pas toujours été ainsi. Ou peu, être avais-je simplement été une idiote, volontairement aveugle aux graines d'égoïsme qui avaient été plantées dès le tout début. J'ai rencontré Marc à la fin de la vingtaine, une période où ma propre carrière dans la gestion de projets architecturaux était florissante. J'étais confiante, indépendante et financièrement stable, venant de superviser l'achèvement d'un projet majeur de revitalisation du centre-ville qui m'avait valu une promotion et une prime conséquente. Marc était un tourbillon de charme et d'ambition, une étoile montante du secteur financier qui parlait d'offres publiques d'achat hostiles et de projections de marché avec une passion que j'ai prise pour du génie. Son dynamisme semblait correspondre au mien, et dans les premiers temps, nos conversations étaient électriques, remplies de discussions sur nos avenirs, sur la construction d'un empire ensemble. Il célébrait mes succès, ou du moins je le pensais, admirant l'esprit vif qui pouvait jongler avec des budgets de plusieurs millions de dollars et des entrepreneurs têtus. Nous nous sommes mariés en 2 ans, une cérémonie somptueuse financée en grande partie par mes propres économies et un cadeau généreux de mes parents. C'est après le mariage que le changement a commencé, si subtil au début que je l'ai à peine remarqué. Il a commencé à parler de mon travail comme d'un petit passe-temps mignon devant ses amis. Il m'expliquait mon propre domaine lors de dîners, simplifiant des concepts complexes d'ingénierie structurelle avec un sourire condescendant. Le récit qu'il a commencé à tisser était celui du puissant mari financier et de sa femme intelligente, mais finalement secondaire. Le véritable tournant est survenu lorsqu'il a évoqué pour la première fois l'idée de fonder une famille. Ce n'était pas présenté comme un rêve partagé, mais comme la prochaine étape logique de son plan de vie. Un homme qui réussit, expliqua-t-il, a besoin d'une famille pour projeter une image de stabilité et de sérieux.
Il avait besoin d'une femme à la maison, gérant la sphère domestique, pour qu'il puisse être libre de conquérir le monde. Il en a brossé un tableau magnifique, une vie où je n'aurais pas à gérer le stress des échéances et des salles de conseil, où je pourrais me concentrer sur la création d'un foyer parfait et l'éducation de nos enfants parfaits. Il était si persuasif, si apparemment aimant dans ses arguments, que je me suis laissé convaincre. J'étais fatiguée, me disais-je. J'avais travaillé dur pendant une décennie. Être qu'une pause serait agréable. Alors, j'ai pris du recul. J'ai quitté mon cabinet, encaissant ma part de partenariat, une somme considérable que Marc a immédiatement suggéré de placer dans un portefeuille diversifié sous sa gestion experte. « Laisse-moi faire travailler ton argent pour toi, chérie », avait-il dit en me tapotant la main. « Toi, concentre-toi sur la préparation du nid. » J'ai investi mon énergie, ma créativité et mes économies dans notre avenir commun, lui faisant entièrement confiance. J'ai trouvé la maison parfaite, une belle victorienne qui nécessitait des travaux importants, et j'ai géré la rénovation moi-même, utilisant les compétences que j'avais affinées au cours de ma carrière pour la transformer en notre maison de rêve. Pendant tout ce temps, la carrière de Marc a grimpé en flèche, alimentée par la vie de famille stable et parfaite que je lui fournissais. Il n'a jamais reconnu que ma préparation du nid était en fait un travail de gestion de projet à plein temps. Ma vie professionnelle passée a été effacée, remplacée par le rôle de l'épouse de soutien de Marc. La femme à succès qu'il avait épousée n'était plus qu'un reflet de sa propre réussite, et cela lui plaisait. C'était une érosion lente et insidieuse de mon identité, une mort par 1000 petites coupures de condescendance et de mépris, et j'avais laissé faire tout cela pour un rêve de famille qu'il était maintenant en train d'abandonner dans un parking. L'obsession pour cette retraite de travail particulière avait commencé environ 6 mois auparavant, peu de temps après que nous ayons découvert que j'étais enceinte. C'était tout ce dont Marc pouvait parler. M. Henderson, son patron quasi divin, emmenait ses 3 meilleurs associés principaux dans un complexe exclusif dans les montagnes pour un week-end de planification stratégique et de développement du leadership. En réalité, c'était un concours. L'associé qui impressionnerait le plus Henderson serait nommé nouveau vice-président des acquisitions. La promotion s'accompagnait d'un salaire mirobolant, d'un bureau d'angle et, plus important encore pour Marc, du prestige d'entreprise qu'il désirait plus que l'air. Il parlait des 2 autres candidats, Richards et Peterson, avec un mélange de mépris et d'anxiété, disséquant leurs faiblesses et complotant sur la façon de les exploiter. Mais il parlait de son autre collègue, Chloé, sur un ton entièrement différent. Chloé était le 4e membre de leur équipe, une analyste junior qui était, selon les mots de Marc, incroyablement brillante et dévouée. Elle était sa protégée, son bras droit. Il la mentionnait constamment. Chloé est d'accord avec mon modèle de projection. Chloé et moi avons passé une nuit blanche pour que la proposition Henderson soit parfaite. Chloé pense que je suis le grand favori pour le poste de vice-président. Leur séance de texto tard le soir, qu'il qualifiait toujours de urgence de travail, devint plus fréquente. Il orientait son téléphone loin de moi, un petit geste presque inconscient qui criait la culpabilité. Quand je lui ai demandé une fois à qui il envoyait des messages si tard, il m'a aboyé dessus, m'accusant d'être une femme enceinte paranoïaque et hormonale. Le nom Chloé était toujours sur ses lèvres, une présence constante et bourdonnante dans notre maison. C'était elle qui comprenait vraiment les pressions qu'il subissait, celle qui appréciait son génie. Moi, d'un autre côté, j'étais celle qui était malade le matin, qui lui demandait d'acheter des vitamines prénatales, qui représentait la réalité fastidieuse et peu glamour de la vie domestique qui empiétait sur ses grandes ambitions. La grossesse elle-même est devenue une source de profonde irritation pour lui. Mes rendez-vous chez le médecin étaient des interruptions. Mon incapacité à assister à ces dîners d'entreprise guindés pendant mon 3e trimestre était un manque de soutien. Il semblait voir notre fille imminente comme une rivale pour mon attention, une attention qui, selon lui, devrait être entièrement concentrée sur lui et sa carrière. Les signaux d'alarme n'étaient pas seulement rouges, c'étaient des bannières pourpres géantes et flottantes, et je me tenais au milieu du défilé, prétendant que ce n'était qu'une brise festive. Une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas du tout, mais la partie qui avait tout investi dans ce mariage, la partie qui portait son enfant, voulait désespérément se tromper. Je me suis accrochée à l'espoir qu'une fois le bébé arrivé, l'ancien Marc, celui dont j'étais tombée amoureuse, réapparaîtrait. Je me suis dit que son stress, à cause de la promotion, le faisait agir ainsi, que tout serait différent une fois la pression retombée. C'était un fragile bouclier de déni, et il était sur le point de voler en 1 million d'éclats. L'enchevêtrement financier était la chaîne que Marc avait forgée pour me lier à lui, maillon par maillon lourd, le tout sous le couvert de l'amour et de la protection.
Peu après notre mariage, il m'avait assise pour ce qu'il appelait un sommet financier. Il avait étalé des tableaux et des graphiques sur la table de notre salle à manger, parlant d'un ton bas et sérieux de la maximisation de nos actifs et de la planification de notre avenir. C'était incroyablement théâtral, conçu pour le faire passer pour un magicien de la finance, et moi pour une novice ayant besoin de conseils. Il m'a convaincu de liquider un portefeuille d'actions que j'avais hérité de ma grand-mère, une somme importante qui avait été gérée avec soin et avait augmenté régulièrement pendant des années. « C'est trop conservateur, Julia », avait-il dit, secouant la tête avec une fausse pitié. « Nous pouvons obtenir un bien meilleur rendement si nous sommes plus agressifs. Fais-moi confiance, c'est mon monde. » Et donc, je lui ai fait confiance. J'ai signé les papiers, et l'argent a disparu de mon compte personnel, réapparaissant dans un fonds d'investissement commun nouvellement créé que lui seul contrôlait. Il me montrait des relevés de temps en temps, pointant des gains d'apparence impressionnantes, mais il était toujours vague sur les détails, balayant mes questions d'un « ne t'en fais pas pour ça », ma jolie. Puis vint le coup de maître. Environ 1 an avant que je ne tombe enceinte, il est venu me voir avec une autre idée brillante. Il voulait former une société à responsabilité limitée, une entité corporative qu'il a appelée M.J. Holdings. Le but, expliqua-t-il, était pour l'optimisation fiscale et la protection de la responsabilité. Il a dit que nous transférerions tous nos principaux actifs dans la société. L'acte de propriété de notre maison magnifiquement rénovée, la propriété de nos 2 voitures et l'intégralité du contenu de notre portefeuille d'investissement commun. De cette façon, avait-il expliqué, sa voix douce comme de la soie, si l'une de mes affaires tournait mal ou si quelqu'un poursuit mon cabinet, nos actifs personnels sont complètement intouchables. C'est le moyen le plus intelligent de protéger notre famille. Cela semblait si responsable, si prévoyant. Mon père, un avocat d'affaires à la retraite, avait toujours prêché l'importance de protéger ses actifs. Quand je lui en ai parlé nonchalamment au téléphone, il avait proposé d'examiner les documents. Marc avait intercepté, balayant l'idée d'un rire. « Oh, il n'est pas nécessaire de déranger ton père avec ça », avait-il dit rapidement. « C'est du baratin standard. J'ai fait rédiger ça par le meilleur avocat de mon cabinet. C'est béton. » Il m'a présenté une épaisse pile de documents, pleine de jargon juridique dense. Je me souviens m'être senti dépassée, mon doigt traçant la ligne pour ma signature. « Tu es sûr de ça ?» avais-je demandé, une lueur de mon ancien scepticisme professionnel refaisant surface. Il avait soupiré, un long soupir théâtral de patience lasse. « Julia, je gère des fonds de 100 millions de dollars. Je pense que je peux m'occuper de notre petite entreprise familiale. Tu ne me fais pas confiance ?» C'était le chantage émotionnel parfait. Bien sûr que je lui faisais confiance. J'étais sa femme. Alors j'ai signé. J'ai signé l'acte de propriété de la maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur. J'ai signé la propriété de ma voiture. J'ai signé le contrôle de mon héritage. J'ai signé ma vie entière à M.J. Holdings, une entité où j'étais techniquement une partenaire. Mais en réalité, je n'étais qu'un nom sur une page. Je n'avais pas d'identifiant pour les comptes, pas mon mot à dire sur les investissements. Je lui avais remis les clés de mon royaume, et il les avait gracieusement acceptées, tout en me disant qu'il le faisait pour mon propre bien. Il ne m'avait pas seulement convaincu de quitter ma carrière, il m'avait systématiquement dépouillée de mon indépendance financière, me laissant complètement, terriblement dépendante de sa bonne volonté, une bonne volonté qui venait de s'épuiser. Les derniers jours précédant la retraite furent empreints d'une tension si palpable qu'on aurait dit que l'air s'était changé en sirop. Ma date d'accouchement était passée depuis 1 semaine, et je vivais dans un état d'animation suspendu, chaque tiraillement et chaque douleur envoyant une secousse d'espoir anxieux à travers moi. Mon médecin, une femme gentille et pragmatique nommée Dr. Evans, m'avait examiné 2 jours avant le départ prévu de Marc. « Vous êtes effacée à 100% et dilatée à 3 cm, Julia, » avait-elle dit, les yeux sérieux. « Ce bébé arrive, et il arrive bientôt. Je serais très surprise si vous passiez le week-end. Votre mari ne devrait aller nulle part. » J'ai relayé cette information à Marc ce soir-là alors qu'il faisait sa valise. Il se tenait devant sa valise ouverte, pliant soigneusement un nouvel ensemble de polos de golf outrageusement chers. Il ne m'a même pas regardé. « Elle est juste trop prudente », dit-il, la voix coupante d'agacement. « Ces médecins prédisent toujours le pire des scénarios. Tu vas bien. Tu tiendras probablement encore 1 semaine. » Son déni était absolu, un mur de briques que je ne parvenais pas à percer. Il était plus intéressé par l'état de ses nouveaux bagages, un ensemble élégant de couleur graphite qui avait coûté plus cher que notre premier canapé. Il a poli une petite éraflure avec la manche de sa chemise, le front plissé de concentration.
Le ping constant de son téléphone fournissait une bande-son exaspérante à ses préparatifs. C'était Chloé, bien sûr. Leur texto était une rafale de points d'exclamation et de blagues privées, ponctuées d'un jargon commercial qui ressemblait à un code secret que je n'étais pas censé déchiffrer. « Henderson vient d'approuver la présentation révisée. On est en or. Lol. » A-t-il lu à haute voix une fois, un sourire triomphant sur le visage, avant de réaliser que je le regardais et de mettre rapidement l'appareil en sourdine. La nuit avant son départ, j'ai été réveillée par une série de crampes fortes et rythmiques. Je les ai chronométrées. Elles étaient espacées de 10 minutes, durant près d'1 minute. C'était le moment. Je l'ai réveillé d'un coup de coude. « Marc !» ai-je murmuré, la voix tremblante. « Je crois que ça commence. Les contractions sont régulières. » Il s'est retourné en grognant de frustration. « Pour l'amour de Dieu, Julia. Il est 3 heures du matin. Ce sont juste d'autres de ces contractions d'entraînement. Va boire de l'eau et allonge-toi sur le côté gauche. J'ai besoin d'être vif pour mon vol. » Il s'est retourné et ronflait en quelques minutes, me laissant seule dans le noir avec ma douleur et ma peur. Les contractions se sont finalement calmées vers l'aube, me laissant épuisée et profondément troublée. Le sentiment de terreur n'était plus une vague prémonition, c'était un poids physique dans ma poitrine. Il était si détaché, si totalement déconnecté de moi et de la réalité de notre situation, que j'avais l'impression que nous vivions dans des mondes séparés. Son monde était fait de vols en première classe, de stations de montagne et de gloire d'entreprise. Le mien était un monde d'attente, de peur, d'une solitude profonde et terrifiante qui était sur le point de devenir ma nouvelle réalité. Nous étions dans la voiture, en route pour l'aéroport. Le plan, son plan, était que je le dépose puis que je rentre seule à la maison pour attendre. Les contractions avaient recommencé dès que j'avais pris le volant, plus vive cette fois, plus rapprochée. Je serrais le volant, les jointures blanches, essayant de respirer pendant qu'il bavardait sur sa stratégie de présentation. Point donc, je commencerai avec les projections du 2e trimestre pour montrer un potentiel de hausse immédiat, puis je pivoterai vers le modèle de croissance sur 5 ans. Chloé s'occupera de l'analyse de la concurrence. Elle est brillante pour rendre les données sexy. Je n'en pouvais plus. Marc, tu dois appeler la compagnie aérienne. Tu ne peux pas y aller. Celles-ci sont réelles. J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital, allaitai-je, alors qu'une autre vague de douleur me saisissait. C'est à ce moment-là qu'il m'a regardé, vraiment regardé, et j'ai vu le masque du mari aimant tomber complètement, révélant la froide et dure ambition en dessous. « Ce voyage n'est pas négociable, Julia, » dit-il, les mots qui allaient devenir l'hymne de sa trahison. Et puis c'est arrivé. Une soudaine et chaude effusion, un pop indubitable. J'avais perdu les os, il n'y avait plus moyen de le nier maintenant. La preuve trempait le couteau-cuir couleur crème de sa précieuse berline de luxe. « Oh mon Dieu !» je murmurai, un mélange de terreur et, bizarrement, un étrange sentiment de justification. « Marc, je viens de perdre les os. » Il a regardé de mon visage vers le siège, et son expression n'était pas celle de l'inquiétude pour moi, mais de la fureur pure et sans mélange face aux dégâts causés à sa voiture. « Tu te moques de moi, » siffla-t-il, la voix basse et dangereuse. « C'est du cuir tout neuf. Tu sais combien ça va coûter à nettoyer ?» Il était plus contrarié par la sellerie que par le fait que sa femme était en plein travail. L'égoïsme pur et monstrueux de la chose m'a coupé le souffle plus efficacement que n'importe quelle contraction. Il a garé la voiture brusquement, s'arrêtant en crissant des pneus dans la zone de dépose de l'aéroport. Il ne m'a pas adressé un autre mot. Il est sorti, a claqué la portière du conducteur et s'est dirigé vers le coffre. Il a sorti son élégante valise en graphite et sa mallette. J'ai regardé, abasourdie et silencieuse, alors qu'un VUS noir, un Uber exec, s'arrêtait derrière nous. Il a chargé ses bagages dedans sans un regard en arrière. Il a ouvert la portière passager de ma voiture, non pas pour m'aider, mais pour prendre son téléphone sur le support de chargement. Il m'a finalement regardé, le visage un masque de ressentiment froid. « Appelle ton père ou quelqu'un, » dit-il, la voix plate. « J'ai un vol à prendre. » Et puis il était parti, grimpant à l'arrière de l'Uber, qui s'est éloigné à toute vitesse, me laissant seule sur le siège du conducteur d'une voiture en marche, au milieu d'une zone de dépose chaotique d'aéroport, avec des contractions me déchirant et le liquide amniotique de notre enfant s'accumulant sur le siège. Le monde s'est dissous en une cacophonie de klaxons et de gens qui criaient, un cauchemar surréaliste dont je ne pouvais pas me réveiller. J'étais absolument, complètement seule. Pendant quelques instants qui se sont étirés en une éternité, je ne pouvais pas bouger. Je suis restée assise là, paralysée, mon esprit refusant de traiter la réalité de ce qui venait de se passer. La voiture tournait au ralenti autour de moi. Une île de calme dans un fleuve de trafic aéroportuaire frénétique. Les gens dans les autres voitures commençaient à klaxonner, me faisant des gestes de colère pour que je bouge. Mes mains tremblaient si violemment que je ne pouvais pas saisir le volant. Une nouvelle contraction,
plus féroce que toutes les précédentes, a déchiré mon corps, et un son brut et animal s'est échappé de mes lèvres. C'est ce son qui a finalement rompu le charme. Ma formation de chef de projet, la partie de mon cerveau qui savait comment gérer les crises, s'est activée à travers le brouillard de douleur et de choc. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, mes doigts maladroits et glissants de sueur. Je ne pouvais pas appeler mon père, il vivait à 2 heures de route. Je ne pouvais pas appeler une amie. Je ne voulais infliger ce chaos à personne. Mon pouce a plané sur le bouton d'appel d'urgence. J'ai appuyé. La voix de l'opératrice du 911 était calme. Une bouée de sauvetage dans la folie tourbillonnante. 911, quelle est votre urgence? Je pouvais à peine parler. Je suis à l'aéroport. Le terminal des départs. Je suis en train d'accoucher. Mon mari, il m'a quitté. Le calme professionnel de l'opératrice a vacillé pendant une fraction de seconde. Il vous a quitté, madame? Oui, ai-je sangloté. Il est monté dans un Uber. Il avait un vol. Elle s'est vite reprise. D'accord, madame. Une ambulance est en route. Dans quel genre de voiture êtes-vous? J'ai décrit la voiture, la plaque d'immatriculation, ma voix se brisant. Elle est restée en ligne avec moi, sa voix stable un petit point d'ancrage dans la tempête, me guidant dans ma respiration alors que les contractions devenaient plus rapides et plus fortes. Les gyrophares de l'ambulance sont apparus en quelques minutes, fendant la mer de voitures. 2 ambulanciers, un homme et une femme, étaient à la portière de ma voiture. Leur visage était un mélange de préoccupation professionnelle et d'incrédulité totale alors qu'ils prenaient la mesure de la scène. Une femme très enceinte, seule, sanglotant sur le siège du conducteur. Ils m'ont aidé à sortir de la voiture et à monter sur un brancard avec une douceur qui m'a semblé si profonde après la cruauté de Marc que cela m'a fait pleurer encore plus fort. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de sirènes, de douleur et d'humiliation. J'étais un spectacle, la femme enceinte abandonnée. Les infirmières de la maternité étaient gentilles, leurs yeux pleins d'une pitié qui ressemblait à de l'acide sur mes nerfs à vif. Elles m'ont branché à des moniteurs, leurs mouvements efficaces et rodés. Elles ont demandé les coordonnées de mon mari. Je leur ai donné son numéro de portable, sachant que c'était futile. J'ai essayé de l'appeler moi-même, encore et encore. Directement sur la messagerie vocale à chaque fois. Son téléphone était soit éteint, soit en mode avion. Il était à 35 000 pieds dans les airs, sirotant une boisson gratuite, volant vers sa promotion pendant que j'étais clouée au sol ici, dans cette chambre stérile, sur le point de mettre notre fille au monde seule. La douleur physique était immense, mais ce n'était rien comparé à l'agonie dans mon cœur. Chaque contraction était un rappel de son absence, chaque bip du moniteur un témoignage de sa trahison. Le rêve de notre famille, celui pour lequel j'avais tout sacrifié, mourait d'une mort lente et douloureuse dans cette chambre d'hôpital. Le travail fut long et ardu, un marathon de 17 heures de douleur et d'épuisement. Les infirmières furent mes seuls coachs, leurs mots d'encouragement un piètre substitut à la main que j'étais censée tenir. Je pensais constamment à Marc, non pas avec nostalgie, mais avec une colère croissante et durcissante. Je l'imaginais atterrir, s'enregistrer dans sa luxueuse chambre d'hôtel, être partagé un rire avec Chloé à propos de l'histoire ridicule de sa femme hystérique et en quête d'attention. Ressentait-il la moindre culpabilité? Une lueur d'inquiétude? Ou étais-je déjà un inconvénient oublié? Finalement, après des heures qui semblaient des jours, le moment est venu. Le médecin est entré, et, avec un dernier effort monumental, j'ai mis ma fille au monde. Ils l'ont placée sur ma poitrine, une petite créature parfaite, vagissante, avec une chevelure noire et épaisse, tout comme la mienne. Je l'ai regardée, et le monde a basculé. La colère, la douleur, la trahison, tous ces momentanément estompés, remplacés par une vague d'amour si féroce et primale qu'elle m'a laissé sans souffle. C'était Lily, ma Lily, et elle était là. Je l'ai tenue, des larmes coulant sur mon visage, un mélange de joie pure et sans mélange, et du chagrin le plus profond que j'ai jamais connu. Ce moment parfait, celui que nous étions censés partager, était le mien seul. La solitude de ce moment était une douleur physique, un espace vide dans la pièce où il aurait dû être. Une infirmière est entrée quelques heures plus tard, un regard compatissant sur le visage. « Votre téléphone a un nouveau message », dit-elle doucement. C'était un texto de Marc. Il avait été envoyé 2 heures après la naissance de Lily. Il disait « Bien atterri, grosse présentation demain, peut pas parler. J'espère que ça va. » Pas « Comment vas-tu ?» Pas « Que s'est-il passé ?» Passe « Le bébé est là ?» Juste « J'espère que ça va. » Un renvoi en 4 mots de l'événement le plus significatif de nos vies. C'est alors que les derniers vestiges de la femme qui aimait Marc sont morts. La femme qui lui trouvait des excuses, qui pardonnait son égoïsme, qui croyait en son potentiel de bonté,
elle a cessé d'exister. À sa place, quelque chose de nouveau commençait à se former. Quelque chose de froid, de dur et de résolu. J'ai baissé les yeux vers le beau bébé innocent qui dormait sur ma poitrine. Elle méritait mieux. Elle méritait une mère qui se battrait pour elle, une mère qui la protégerait, et elle méritait un père qui ne soit pas un monstre. Comme elle n'en avait pas, je devrais m'assurer que le monstre qui l'avait engendré ne pourrait plus jamais nous faire de mal, ni à l'une ni à l'autre. J'ai sauvegardé le message texte. C'était la première pièce à conviction. J'ai tapé une réponse simple, mes doigts stables. Lily est née à 19h42 ce soir, 3,4 kg. Nous allons bien toutes les deux. Puis j'ai éteint mon téléphone. La conversation était terminée. Une guerre ne faisait que commencer. Mon père est arrivé le lendemain matin. Il est entré dans la chambre d'hôpital, avec l'air d'un nuage d'orage, son visage un masque de fureur sombre. À 65 ans, il était encore une figure imposante, un avocat d'affaires à la retraite qui avait passé 40 ans à éviscérer ses adversaires dans les salles de conseil et les tribunaux. Il n'avait jamais été le plus grand fan de Marc, voyant toujours une lueur d'opportuniste sous le charme, mais il l'avait toléré pour mon bien. Cette tolérance avait maintenant visiblement, sismiquement disparu. Il n'a pas dit un mot au début. Il s'est juste approché du berceau, a regardé sa nouvelle petite fille, et une seule larme a tracé un chemin sur sa joue burinée. Il est ensuite venu à mon chevet, a pris ma main, et sa voix était épaisse d'émotion quand il a finalement parlé. « Je vais le détruire, Julia », a-t-il dit. Et ce n'était pas une menace, c'était une déclaration de fait. J'ai passé l'heure suivante à tout lui raconter, les mots sortant de moi en un torrent de chagrin et de rage. Je lui ai parlé de la voiture, de l'Uber, du message texte. Je lui ai parlé des mentions constantes de Chloé, du mépris de ma grossesse, des arrangements financiers, de la société M.J. Holdings. J'ai avoué comment j'avais signé aveuglément tout, comment j'avais permis à Marc de me dépouiller systématiquement de mon indépendance. Mon père a écouté sans interruption, son expression devenant de plus en plus froide, calculatrice à chaque mot. Le père réconfortant se retirait, et l'avocat impitoyable prenait sa place. Ses yeux, qui avaient été doux d'amour pour sa petite fille, brillaient maintenant de la lumière dure et vive du combat stratégique. Il n'était pas seulement là pour offrir une épaule sur laquelle pleurer, il était là pour élaborer un plan de bataille. « Où sont les documents de cette société holding ?» a-t-il demandé, sa voix maintenant nette et professionnelle. « Les statuts, le pacte d'associés, tout. » Je lui ai dit qu'il se trouvait dans un classeur du bureau à la maison, dans un dossier marqué M.J. Holdings. Il en était si fier, ai-je dit, un rire amer m'échappant. Il appelait ça la forteresse de notre famille. Les lèvres de mon père se sont resserrées en une ligne fine et sombre. Les forteresses peuvent devenir des prisons, dit-il doucement. Découvrons qui détient la clé. Il a appelé son ancien cabinet d'avocat, parlant à un ancien associé, et a arrangé qu'un coursier aille chez moi, récupère le dossier et le lui livre immédiatement à l'hôpital. Il s'est ensuite retourné vers moi, le regard intense. « Julia, j'ai besoin que tu sois forte. Les prochaines semaines vont être difficiles. Mais je te promets que, lorsque la poussière retombera, toi et Lily serez en sécurité, et il ne lui restera rien d'autre que les conséquences de sa propre arrogance. » À ce moment-là, en voyant l'acier dans les yeux de mon père, j'ai ressenti la première véritable lueur d'espoir. Je n'étais plus seulement une victime, j'avais un allié. Et mon allié était un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Le coursier est arrivé 2 heures plus tard avec un épais dossier manille. Mon père l'a congédié d'un merci sec et a immédiatement étalé le contenu sur la petite table roulante qui contenait mon déjeuner d'hôpital. Il s'est plongé dans les documents, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez, son doigt traçant des lignes de jargon juridique dense. Je l'ai regardé, le cœur battant. Lily dormait dans son berceau, une image d'innocence paisible au milieu de la tempête qui se préparait. Pendant un long moment, mon père est resté silencieux, émettant des sons calmes et réfléchis en lisant. Puis, il s'est arrêté. Il a relu une page spécifique, puis l'a relue encore. Un sourire lent et dangereux s'est étendu sur son visage. C'était le sourire que j'avais vu une fois auparavant, des années plus tôt, lorsqu'il avait acculé un avocat de la partie adverse lors d'un contre-interrogatoire dévastateur. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de repérer une faiblesse fatale chez sa proie. « Oh, espèce d'imbécile arrogant et stupide !» murmura-t-il. Pas à moi, mais au Marc absent. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, me penchant en avant, ma voix à peine un murmure. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants de triomphe. Il a utilisé un pacte d'associés standard du portail en ligne de son cabinet, Julia. Il était trop radin et trop arrogant pour en faire rédiger un sur mesure. Il a juste rempli les blancs.
Il a fait glisser une page sur la table vers moi et a pointé une section intitulée « Apport en capital et part sociale ». Il a tout documenté honnêtement ici, à son crédit. Il a listé son apport en capital comme étant les fonds du compte d'investissement commun et ton apport comme étant le produit de la vente de ta participation et de ton héritage. Comme ton injection de liquidités initiales était significativement plus importante que la sienne, il a dû attribuer les parts sociales proportionnellement pour que cela paraisse légitime sur le papier. Mes yeux ont parcouru les chiffres. Tout était là, noir sur blanc. L'apport de Marc était listé à 49%. Le mien était listé à 51%. J'ai levé les yeux vers mon père, confuse. Donc je possède 2% de plus que lui? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Le sourire de mon père s'est élargi. Ça veut tout dire, dit-il, la voix remplie d'une satisfaction jubilatoire. Il a tourné une autre page, celle-ci intitulée « Droit de vote et gestion ». Il a pointé une clause, une seule phrase enfouie dans une montagne de texte. Je l'ai lue à voix haute. En cas de désaccord sur une décision majeure, y compris la dissolution de la société, le membre détenant la majorité des parts aura la voix prépondérante. J'ai fixé les mots, la signification s'imposant lentement à moi, un lever de soleil d'une possibilité à couper le souffle. « Attends, est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire, » interrompit mon père, sa voix claquant comme le fermoir d'une mallette, « que tu es l'actionnaire majoritaire, Julia. Ça veut dire que tu as le contrôle ultime. Il a mis tout ce que nous possédons la maison, les voitures, les investissements dans cette forteresse d'entreprise, et dans son arrogance stupéfiante, il t'a remis l'unique clé. Il était tellement occupé à construire les murs pour se protéger du monde extérieur, qu'il n'a jamais pensé à se protéger de toi. Je me suis affalée contre mes oreillers, la pièce semblant soudainement très lumineuse. La forteresse était devenue une prison, tout comme mon père l'avait dit, et c'est moi qui me tenais à la porte. Le brouillard de chagrin et de trahison qui avait obscurci mon esprit pendant des jours a commencé à se dissiper, remplacé par le feu froid et clair d'une juste colère. La blessure était toujours là, une douleur profonde et résonnante, mais ce n'était plus une force paralysante. C'était du carburant. J'ai regardé mon père, les documents juridiques étalés devant moi, ma fille endormie, et j'ai senti un changement profond dans mon âme. L'épouse patiente et accommodante avait disparu, et à sa place se trouvait une femme qui avait été poussée trop loin. Une femme avec une participation majoritaire de 51% dans sa propre vengeance. « Que pouvons-nous faire ?» ai-je demandé, et ma voix était différente. Elle était stable, dépourvue du tremblement qui l'avait tourmentée pendant des jours. C'était la voix d'une PDG, d'une chef de projet, d'une femme aux commandes. Mon père se pencha en avant, les mains jointes sur la table, un général briefant son plus important commandant sur le terrain. « Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, dit-il. La société, M.J. Holdings, possède tout. La maison n'est pas à vos noms, c'est un actif de la société. Les voitures, pareil. Son portefeuille d'actions, ses primes, il a tout fait passer par cette entité pour ses avantages fiscaux dont il était si fier. En tant qu'actionnaire majoritaire, tu as le pouvoir de convoquer un vote sur n'importe quelle décision majeure. Et comme tu détiens 51% des voix, chaque vote que tu convoques, tu le gagnes. Il a exposé le plan, chaque étape un coup de marteau contre la vie que Marc avait si soigneusement construite. Étape 1. Nous utiliserions ma voix prépondérante pour dissoudre M.J. Holdings. Le cadre juridique pour cela était clairement énoncé dans le pacte d'associés qu'il avait si négligemment signé. Étape 2. Lors de la dissolution, tous les actifs de la société doivent être liquidés. La maison serait vendue. Les voitures seraient vendues. L'ensemble du portefeuille d'investissement serait encaissé. Étape 3. Le produit de la liquidation serait ensuite distribué aux membres en fonction de leur pourcentage de participation. Je recevrais 51% de notre valeur nette totale. Il recevrait 49%, mais c'était encore mieux. Avant cette distribution, ajouta mon père, les yeux brillants, la société doit régler toutes ses dettes. Et je crois que notre cher monsieur Marc a utilisé les actifs de la société pour des dépenses plutôt non professionnelles. Le plan était magnifique dans sa simplicité brutale. Ce n'était pas juste un divorce, c'était une prise de contrôle hostile de notre mariage. Je ne serais pas l'épouse éplorée suppliant pour des miettes dans un accord. Je serais l'actionnaire majoritaire exécutant une dissolution hostile, démantelant légalement et méthodiquement l'homme qui m'avait abandonné. Il n'y avait aucune place pour qu'il argumente, aucune échappatoire pour qu'il exploite. Il serait lié par le document même qu'il avait utilisé pour me piéger. L'ironie était si exquise qu'elle en était presque poétique. Sa plus grande arme, le symbole de son contrôle financier sur moi, était devenu l'instrument de sa propre destruction. « Nous aurons besoin d'une avocate, dis-je. »
Pas n'importe laquelle. Déjà dessus, répondit mon père, sortant son téléphone. J'appelle Eleanor Vance. Tu te souviens d'elle? Elle s'est occupée de la fusion Sterling. On l'appelait le requin en Chanel. Elle trouvera ce cas stimulant. J'ai senti un sourire effleurer mes lèvres pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était une chose acérée et dangereuse. Mark avait voulu que je sois une femme au foyer, une figure discrète et de soutien en arrière-plan. Il m'avait sous-estimée. Il avait oublié qui j'étais avant de le rencontrer. Une femme qui gérait des projets de plusieurs millions de dollars, qui pouvait lire un plan et un bilan avec une égale compétence. Il avait réveillé un géant endormi, et maintenant, j'allais gérer le projet le plus important de ma vie, sa démolition complète et totale. La première chose à faire, menée depuis mon lit d'hôpital avec un ordinateur portable que mon père m'avait apporté, était de rassembler les munitions. Pendant que mon père briefait Eleanor Vance au téléphone, j'ai commencé une plongée profonde dans nos finances, une excavation médico-légale de la dernière année de nos vies. Mark m'avait donné accès au portail en ligne de nos cartes de crédit et comptes bancaires communs il y a des années, principalement pour que je puisse m'occuper des factures du ménage. Il n'a jamais pris la peine de changer les mots de passe, certain dans sa conviction que j'étais trop ignorante ou trop peu intéressée pour jamais examiner ses dépenses. C'était une autre erreur de calcul fatale. Je me suis connectée au compte de la carte de crédit commune principale, celle qu'il utilisait pour toutes ses dépenses professionnelles, et j'ai commencé à parcourir les relevés. C'était un journal numérique de sa tromperie. Les frais pour le voyage d'affaires étaient tous là, exposés en détail accablant. 2 billets d'avion aller-retour en première classe pour Aspen, achetés 3 mois à l'avance. Le nom sur le deuxième billet n'était pas Richards ou Peterson, c'était Chloé Vance. Pas son nom de famille professionnel, mais son nom personnel, un détail que Chloé et Mark ont dû juger malin. Ce ne l'était pas. Puis vint la réservation d'hôtel. Pas de chambre séparée à l'hôtel, approuvée par l'entreprise avec le reste de l'équipe. C'était une seule réservation dans un hôtel différent, un complexe hôtelier de charme 5 étoiles célèbre pour son ambiance romantique. La réservation était pour la suite lune de miel, une chambre somptueuse avec un jacuzzi privé et un lit king size pour 5 nuits. Le coût total s'élevait à plus de 15 000 $. J'ai senti une sensation froide et nauseuse dans mon estomac, mais elle a été rapidement remplacée par une vague de détermination glaciale. J'ai téléchargé le relevé en format PDF. Puis j'ai trouvé les frais annexes de l'hôtel qui avaient commencé à être postés ce jour même. Un débit du restaurant le plus exclusif de l'hôtel pour un dîner pour 2 avec une bouteille de champagne à 300 $. Un débit de Alpine Spa Service pour un massage des tissus profonds en couple. Il ne se contentait pas de me tromper. Il ne se contentait pas de m'abandonner pendant l'accouchement. Il finançait une escapade romantique somptueuse avec sa maîtresse en utilisant notre argent commun, un argent qui incluait mon héritage de la grand-mère qui m'avait adorée. Il dépensait l'héritage de ma famille dans une liaison sordide pendant que j'étais dans un lit d'hôpital, seule. L'audace pure de la chose était à couper le souffle. J'ai continué à creuser, remontant des mois en arrière. J'ai trouvé des frais pour des bijoux coûteux de chez Tiffany, Co., livrés non pas à notre domicile, mais à une adresse près de son bureau. J'ai trouvé des chambres d'hôtel réservées pour des nuits uniques dans notre propre ville. J'ai trouvé des dizaines de dîners dans des restaurants chics où je n'étais jamais allée, toujours pour 2. J'ai compilé chaque dépense, créant une feuille de calcul méticuleuse, recoupant les dates avec son calendrier de travail et ses longues nuits au bureau. Au moment où mon père a terminé son appel avec Eleanor, j'avais un historique complet et documenté de sa liaison, avec date, lieu et montant exact en dollars. Le total s'élevait à plus de 50 000 $ de fonds communs détournés. J'ai montré la feuille de calcul à mon père. Il l'a parcourue, son expression sombre. « Ce ne sont pas seulement des motifs de divorce, Julia, » dit-il doucement. « C'est du détournement de fonds. Il a utilisé des fonds communs affectés à l'entreprise à des fins personnelles sans aucun but commercial. Lorsque nous dissoudrons M.J. Holdings, nous présenterons cela comme une dette due à la société par l'un de ses membres. Sa part de 49% sera utilisée pour la rembourser avant qu'il ne voie un seul centime. » Le piège n'était pas seulement tendu, il était maintenant appâté avec sa propre arrogance et sa tromperie. Eleanor Vance était tout ce que mon père avait promis, et plus encore. Elle est entrée dans ma chambre d'hôpital le lendemain, une femme chic aux cheveux argentés dans un tailleur Armani parfaitement coupé, dégageant une aura de compétence létale. Elle sentait le parfum cher et la victoire. Elle a écouté toute l'histoire, ses yeux, de la couleur de l'ardoise polie, ne quittant jamais mon visage. Elle a examiné les documents que mon père avait préparés et la feuille de calcul que j'avais créée. Elle n'a pas offert de condoléances ni de sympathie, elle a offert une stratégie.
C'est magnifique, dit-elle, sa voix un doux ronronnement en regardant le pacte d'associés de M. J. Holdings. C'est un cas classique de ce que nous appelons l'auto-immolation par orgueil. Il a construit son propre bûcher funéraire. Nous n'avons plus qu'à allumer l'allumette. Nous avons passé les 2 jours suivants, pendant que je me remettais et apprenais à m'occuper de ma fille nouveau-née, à transformer ma chambre d'hôpital en salle de crise. Les assistants juridiques d'Eleanor allaient et venaient avec des documents à signer. Nous avons rédigé la demande de divorce, citant l'adultère et la malversation financière. Nous avons rédigé la requête pour geler tous les actifs de M. J. Holdings, empêchant Mark de déplacer un seul centime. Et nous avons rédigé le document le plus important de tous. L'avis formel d'un vote de l'actionnaire majoritaire pour dissoudre M. J. Holdings, LLC, avec effet immédiat dès sa remise. Le plan d'Eleanor était précis et impitoyable. Nous ne déposerions rien avant que Mark ne soit physiquement de retour dans l'État. Laissons-le descendre de cet avion bronzé, reposé et victorieux, dit-elle avec un mince sourire. Le choc sera plus puissant. Nous aurons un huissier qui l'attendra à son bureau le matin de son retour. Les papiers du divorce, la requête de gel des actifs et l'avis de dissolution lui seront signifiés en même temps. Le service juridique et les ressources humaines de son entreprise recevront une copie des documents détaillant le détournement de fonds communs avec une collègue. À l'heure du déjeuner, sa vie personnelle et professionnelle sera en échec simultané et en cascade. Je tenais Lily dans mes bras, la berçant doucement, en écoutant ses plans pour la destruction systématique de la vie de son père. Je ne ressentais aucune culpabilité. L'homme qui méritait le titre de « père » n'aurait jamais fait ce que Mark a fait. L'homme que je visais était un voleur, un menteur et un lâche. Il avait abandonné son enfant au moment de sa naissance. Il ne méritait aucune pitié, aucun quartier. J'ai signé les documents un par un, ma signature ferme et claire. La femme qui avait tremblotant signé son indépendance sur les documents de M. J. Holdings, 2 ans plus tôt avait disparu. Cette nouvelle signature semblait différente. Elle sentait le pouvoir. J'ai répété ce que je dirais quand il rentrerait enfin à la maison, quand il franchirait la porte en s'attendant à des larmes et des récriminations. Eleanor m'a coachée. Pas d'émotion, m'a-t-elle ordonné. Ne criez pas, ne pleurez pas, soyez calme, soyez factuel. Présentez l'information comme si vous livriez un rapport trimestriel. Votre sang-froid sera plus terrifiant pour un homme comme lui que n'importe quelle manifestation de colère. Laissez-le être celui qui perd le contrôle. Laissez-le être celui qui crie et supplie. Vous êtes la PDG de cette séparation. Agissez en conséquence. En faisant mon sac pour quitter l'hôpital, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Je n'étais pas seulement une nouvelle mère ramenant son bébé à la maison. J'étais un général quittant un conseil de guerre, ma stratégie établie, mes armées en position, prête pour la bataille finale et décisive. Je ramenais Lily à la maison, non pas dans la maison que Mark avait construite, mais dans l'actif principal d'une entreprise que j'étais sur le point de liquider. La semaine que j'ai passée à la maison avant le retour de Mark fut une bulle surréaliste de paix avant la tempête. La maison était silencieuse, remplie des doux bruits d'un nouveau-né. Mon père est resté avec moi, un gardien silencieux et constant. Il s'occupait de tout, des courses à l'assemblage du berceau, me permettant de me concentrer entièrement sur Lily et ma propre convalescence. Le soir, après que le bébé était endormi, nous nous asseyions dans le salon et révisions notre stratégie, comme 2 joueurs d'échecs, anticipant chaque mouvement et contre-mouvement possible de notre adversaire. Nous avons joué le rôle de la confrontation inévitable. Mon père jouait Mark, imitant parfaitement son ton arrogant et dédaigneux. « Tu es hystérique, Julia. C'était un voyage de travail. Tu ne peux pas faire ça. » Et je m'entraînais à répondre. La voix froide et égale, exactement comme Eleanor l'avait demandé. Les preuves suggèrent le contraire, Mark. Et selon la section 5, sous-section C du pacte d'associés de M. J. Holdings, que tu as signé, je le peux absolument. Pendant la journée, je tenais ma fille, je la nourrissais, je la regardais dormir, et à chaque heure qui passait, ma résolution se durcissait. Je regardais son visage parfait et minuscule, et je savais que je faisais ce qu'il fallait. Je ne cherchais pas seulement à venger mon propre cœur brisé, je sécurisais un avenir pour elle, un avenir libre de l'influence d'un homme si profondément égoïste qu'il pouvait abandonner sa famille à son moment le plus vulnérable. Le jour de son retour est arrivé. J'avais les informations de son vol, grâce au relevé de carte de crédit. Je savais qu'il atterrissait à 17 heures. Je l'imaginais dans l'avion, sirotant probablement un scotch de célébration, se prélassant dans l'éclat de son voyage réussi et de sa promotion imminente. Il s'attendait sans doute à une conversation difficile.
Il aurait ses excuses répétées, un mélange calculé de contrition et de justification conçue pour gérer mon explosion émotionnelle. Il m'apporterait probablement un cadeau d'aéroport de mauvais goût, une offrande de paix pour arranger les choses. Il s'attendrait à des larmes, des cris, une scène dramatique qu'il pourrait finalement contrôler et rejeter. Il n'avait aucune idée qu'il ne rentrait pas à la maison pour une dispute domestique. Il marchait droit dans une embuscade d'entreprise. Cet après-midi-là, je me suis habillée avec soin. Pas dans mes vêtements de détente confortables habituels, mais dans une robe bleu foncé élégante, du genre que je portais aux réunions du conseil d'administration. Je me suis coiffée et maquillée, non pas pour être belle pour lui, mais pour paraître redoutable. Quand j'ai été prête, je me suis assise dans le fauteuil du salon, celui qui fait face à la porte d'entrée. Lily dormait paisiblement dans un berceau à côté de moi. Sur la table basse devant moi, j'ai placé 2 dossiers bien rangés. L'un contenait les relevés de cartes de crédit et les confirmations d'hôtel. L'autre contenait le pacte d'associés de M, J Holdings surligné, et l'avis de dissolution signé. J'étais prête. La maison était silencieuse, en attente. L'air était immobile, lourd de mots non dits et de dévastation imminente. À 18h15, j'ai entendu sa clé dans la serrure. La porte s'est ouverte, et il est entré. Il était bronzé, souriant, l'air reposé et content de lui. Comme je l'avais prédit, il portait un petit sac cadeau aux couleurs vives d'une boutique de souvenirs de l'aéroport. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte quand il m'a vu, son sourire vacillant légèrement devant ma tenue formelle et mon expression composée. Ce n'était pas la scène pour laquelle il s'était préparé. « Julia », dit-il, sa voix essayant d'adopter un ton chaleureux et conciliant. « Je suis à la maison. » Il est entré plus avant dans la pièce, ses yeux parcourant la scène. Il a vu le berceau, et pendant un instant, une lueur de quelque chose curiosité, obligation, a traversé son visage. Il a fait un pas vers lui, mais j'ai parlé, ma voix calme et claire, l'arrêtant net dans sa course. « Bienvenue à la maison, Marc. » Il s'est retourné vers moi, son sourire étudié revenant. « Je sais que tu es en colère, » a-t-il commencé, se lançant dans son script prêt, répété. « Et tu as tout à fait le droit de l'être. C'était une situation impossible et je suis tellement désolée. La promotion était en jeu et Henderson. Il ne tolère aucune excuse. Mais je suis là maintenant. Nous pouvons surmonter ça. J'ai même apporté un petit quelque chose pour le bébé. » Il a brandi le sac cadeau de mauvais goût. Il y avait un ours en dessin animé dessus. Je l'ai complètement ignoré. J'ai fait un geste vers le fauteuil vide en face de moi. « Assieds-toi, Marc. Il y a quelques points dont nous devons discuter. » Il a hésité, clairement déstabilisé par mon manque d'hystérie. Il était venu préparé pour une tempête, pas pour ce calme glacial. Il s'est assis avec méfiance, plaçant le sac cadeau sur le sol à côté de lui. Il avait l'air d'un homme qui s'était trompé de réunion. « Avant que tu ne t'installes, » ai-je dit, ma voix aussi plate qu'une plaque de verre, « tu devrais savoir que j'ai demandé le divorce. » Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Son visage a traversé une série rapide d'expressions, choc, incrédulité, et puis, finalement, amusement. Un rire court et sec lui a échappé. « Oh, Julia, ne sois pas si dramatique. Tu es émotive. Tu viens d'avoir un bébé. Nous n'allons pas divorcer parce que j'ai dû faire un voyage de travail. » Il s'est penché en avant, adoptant son ton familier et condescendant. « Tu ne peux pas te permettre de divorcer de moi. Pensez-y. Tu n'as pas de travail, pas de revenus. Tout est lié à mon nom, à mon succès. Tu te retrouverais sans rien. » C'était la réponse exacte qu'Eleanor et mon père avaient prédite. L'arrogance, la certitude absolue de sa propre supériorité et de ma dépendance. Il croyait sincèrement détenir toutes les cartes. J'ai laissé ces mots flotter dans le silence pendant un long moment, le laissant savourer sa victoire perçue. Puis, lentement, délibérément, j'ai pris le premier dossier sur la table basse. Je l'ai poussé sur la surface en bois poli vers lui. Il s'est arrêté juste devant lui. « Je pense que tu découvriras, » ai-je dit, ma voix baissant d'un ton, que les arrangements financiers sont le moindre de tes soucis. Pourquoi ne commences-tu pas par examiner ça ? Il baissa les yeux sur le dossier, un froncement de sourcils plissant son front. Il l'ouvrit à contre-cœur, comme s'il s'agissait d'un travail administratif fastidieux. Ses yeux parcoururent la première page, une impression de la réservation de la compagnie aérienne. Je regardai la couleur quitter son visage bronzé. Il tourna la page vers la confirmation de l'hôtel pour la suite lune de miel, au complexe 5 étoiles. Sa mâchoire tomba. Il feuilleta rapidement les pages suivantes, voyant les reçus de dîner, les soins au spa pour 2, le nom Chloé Vance, apparaissant encore et encore. Le masque de condescendance calme se brisa, remplacé par une panique brute. « Ce n'est pas ce que tu crois.
balbutia-t-il, ses yeux cherchant une issue de secours dans la pièce. Le vol de Chloé a été annulé, et l'hôtel de l'entreprise était complet. Nous avons dû partager une suite. C'était tout à fait professionnel. Je peux tout expliquer. Les mensonges étaient maladroits, pathétiques, l'agitation désespérée d'un homme pris dans le filet de sa propre fabrication. Il commença à fanfaronner, sa voix montant en volume et en ton. « Tu as fouillé dans mes relevés de carte de crédit ? C'est une violation de ma vie privée. Je vais te poursuivre. Je vais poursuivre ton père. Tu crois que tu peux faire ça et t'en tirer ? Je te détruirai au tribunal, Julia. Je prouverai que tu es une mère indigne. Je prendrai le bébé, je prendrai la maison, je prendrai tout. Tu n'auras rien. » Il était maintenant debout, le visage déformé par la rage, pointant un doigt tremblant vers moi. C'était la réaction que j'attendais, le moment où il perdrait le contrôle. Je suis restée assise, les mains calmement jointes sur mes genoux. J'ai laissé sa tirade me submerger, les menaces vaines d'un homme qui venait de réaliser que son pouvoir était une illusion. Quand il a finalement fait une pause pour reprendre son souffle, la poitrine haletante, j'ai pris le deuxième dossier. Je l'ai poussé sur la table, tout comme le premier. « Tu as raison, » dis-je, ma voix dangereusement calme. « Il ne s'agit pas de la liaison, ce n'est qu'un symptôme du problème plus large. Le vrai problème est un problème de gouvernance d'entreprise. » Il fixa le deuxième dossier comme si c'était un serpent venimeux. « C'est quoi ce bordel ?» cracha-t-il. « Ça, » répondis-je, « c'est une copie du pacte d'associés de M.J. Holdings, LLC, la société que tu as créée. La société qui possède cette maison, ta voiture, ma voiture, et tout ton portefeuille d'investissement. Je te suggère de te reporter à la page 7, section 5, sous-section C, la partie sur les droits de vote. Je l'ai surlignée pour toi. » Il arracha le dossier et l'ouvrit violemment. Il trouva la section surlignée. Je l'observais lire les mots, ses lèvres bougeant en silence. Je regardais la pleine et catastrophique implication de cette seule phrase l'atteindre. La rage sur son visage se dissipa, remplacée par une pâleur grise et sinistre de pure horreur. Il leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés d'une incrédulité totale. Il avait enfin compris. Il s'affaissa dans le fauteuil, les documents glissant de ses doigts inertes et s'éparpillant sur le sol. On aurait dit qu'il avait été physiquement frappé. « Non », murmura-t-il en secouant lentement la tête. « Non, ce n'est pas, ça ne peut pas être vrai. »« Oh, mais si, c'est vrai, Marc, » dis-je, ma voix dénuée de toute émotion sauf une finalité glaçante. « Tu étais si concentré sur les avantages fiscaux et la protection de la responsabilité que tu n'as jamais pris la peine de lire les petits caractères de ton propre accord standard. Tu as fait de moi l'actionnaire majoritaire, 51%. Et avec une participation majoritaire, vient une voix prépondérante. Je me penchai légèrement en avant, les yeux rivés sur les siens, et j'ai décidé de voter. Depuis 9 heures ce matin, lorsqu'un huissier a livré l'avis officiel à ton bureau, j'ai voté pour dissoudre M.J. Holdings avec effet immédiat. Il me fixa, sa bouche s'ouvrant et se fermant en silence, comme un poisson cherchant de l'air. Le titan de la finance fanfaron et arrogant avait disparu, remplacé par un édifice d'hommes en ruine. « Dissoudre » croassa-t-il finalement. « Qu'est-ce que ça veut dire, dissoudre ?»« Ça veut dire précisément ce que ça semble vouloir dire, » expliquai-je, adoptant le ton d'un professeur expliquant un concept simple à un élève en difficulté. Selon les termes de l'accord, tous les actifs de la société doivent maintenant être liquidés. La maison sera vendue, les voitures seront vendues, ton portefeuille d'investissement sera encaissé. Tout. Le produit sera ensuite utilisé pour régler les dettes de la société. Je fis une pause, laissant les mots s'imprégner. Et M.J. Holdings a une dette plutôt importante. Plus de 50 000 $ en fait. Il semble que l'un des membres, toi, a détourné des fonds pour des voyages non professionnels, des hôtels et des cadeaux pour une subordonnée. Nous devrons d'abord rembourser cela à la société, naturellement, à partir de ta part de 49% des recettes. Son visage, que je croyais ne pouvoir pâlir davantage, prit la couleur de la cendre. La toile était complète. Chaque voie de sortie était bloquée. Il ne perdait pas seulement la maison et l'argent. Il était tenu responsable, en chiffres froids et durs, de sa trahison. « Julia, s'il te plaît » gémit-il. Le mot « s'il te plaît » sonnant étranger et rouillé sur sa langue. Il glissa de la chaise et se mit à genoux sur le tapis coûteux. Il essaya de prendre ma main, mais je la retirai. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense au bébé, pense à notre famille. »« Je pense au bébé, » dis-je, ma voix aussi froide qu'une plaque de morgue. « Je sécurise un avenir sûr et stable pour ma fille, Lily. Un avenir qui sera financé par mes 51% de nos actifs liquidés, plus la partie de ta part utilisée pour rembourser l'argent que tu nous as volé. Toi, d'un autre côté, tu te retrouveras avec ce qui restera de ta participation minoritaire.
Après les frais juridiques et ta dette envers la société, je soupçonne que ce ne sera pas grand-chose. » Il s'est effondré alors, complètement. Il est tombé en avant, la tête dans les mains, et a commencé à sangloter. Pas les larmes dignes et silencieuses d'un homme en souffrance, mais les sanglots laids et haletants d'un enfant gâté à qui l'on vient d'enlever son jouet préféré pour toujours. Le son était pathétique, et il ne me remplit que d'un vide profond et glacial. Je me suis levée, je me suis approchée du berceau, et j'ai doucement pris ma fille endormie. « Un huissier livrera le reste des papiers du divorce demain, » dis-je à son dos secoué de sanglots. « Tu as 24 heures pour faire une valise et quitter ma propriété. Après ça, tu ne pourras communiquer avec moi que par l'intermédiaire de mon avocate. Elle s'appelle Eleanor Vance. On m'a dit qu'elle est très bonne. » Je me suis retournée et j'ai quitté le salon, le laissant à genoux au milieu des ruines de la vie qu'il avait si arrogamment jetée par-dessus bord. Les retombées furent rapides et catastrophiques, une réaction en chaîne parfaite de conséquences. Tout comme Eleanor l'avait prévu, la demande de divorce, qui détaillait la liaison de Mark avec Chloé et le détournement de fonds communs, fut envoyée non seulement à lui, mais aussi au directeur juridique et au chef des ressources humaines de son entreprise. La retraite de renforcement d'équipe, pour laquelle il avait sacrifié sa famille, devint le catalyseur de son exécution professionnelle. L'entreprise, une société cotée en bourse obsédée par son image et terrifiée par le scandale, a agi immédiatement. Mark fut suspendu sans solde en attendant une enquête formelle, un euphémisme d'entreprise pour « tu es viré, nous avons juste besoin de régler la paperasse ». Son accès à ses emails fut bloqué, son accès au bâtiment fut révoqué, et son téléphone d'entreprise fut effacé à distance. La promotion au poste de vice-président, le prix qu'il avait convoité par-dessus tout, s'est évaporée dans les airs. Elle est allée à Richard, le collègue que Mark avait ouvertement moqué pour être un père de famille pantouflard. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. L'enquête, bien sûr, n'était qu'une simple formalité. Les preuves que j'avais compilées les relevés de cartes de crédit, la réservation d'hôtel pour une suite lune de miel, les reçus du spa étaient irréfutables. Elle peignait le portrait non pas d'un employé dévoué, mais d'un passif imprudent et contraire à l'éthique. Sa carrière, le pilier central de toute son identité, fut réduite en décombres en moins de 48 heures. Il a essayé de se battre, bien sûr. Il a engagé un avocat qui a envoyé des lettres fanfaronnes, mais elles n'étaient pas de taille face à Eleanor Vance. Elle a répondu à leurs menaces par une réfutation calme, point par point, joignant nos preuves méticuleusement documentées en tant que pièces à conviction. L'avocat de Mark lui a rapidement conseillé de cesser de se battre dans une bataille qu'il avait déjà spectaculairement perdue. Il fut officiellement licencié une semaine plus tard pour faute grave et violation du code de déontologie de l'entreprise. L'homme qui vivait et respirait pour son statut d'entreprise était maintenant au chômage et, en raison de la nature de son licenciement, pratiquement inemployable dans le monde à haut risque de la finance, où la réputation est tout. Son nom était sali. Il s'était envolé pour Aspen en tant qu'étoile montante, candidat au poste de vice-président. Il est revenu en paria, une anecdote édifiante murmurée dans les couloirs étincelants de l'immeuble de bureau où il ne pouvait plus entrer. La vie personnelle de Mark a implosé avec la même vélocité spectaculaire que sa vie professionnelle. La nouvelle de sa trahison et de son licenciement ultérieur s'est répandue comme une traînée de poudre dans notre cercle social. Dans son arrogance, Mark avait toujours cultivé des amitiés basées sur le statut et l'utilité. Ce n'étaient pas des gens liés à lui par la loyauté, mais par la proximité de son succès perçu. Une fois ce succès disparu, ils ont disparu aussi. Les amis qui lui tapaient autrefois dans le dos lors de cocktails traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Les couples avec qui nous dînions autrefois ont soudainement cessé de répondre à ses appels. Mes propres amis, et même certaines de nos connaissances communes qui avaient toujours trouvé Mark un peu trop mielleux, se sont ralliés à moi avec une loyauté féroce. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. L'histoire de son abandon pendant mon accouchement pour partir en escapade romantique avec une collègue était si monstrueuse qu'elle ne nécessitait aucun embellissement. Il était complètement et totalement ostracisé. Sa propre famille fut sa prochaine victime. Ses parents, un couple aisé du Connecticut qui prisait les apparences par-dessus tout, étaient initialement de son côté. Ils m'ont appelée, exhortant à la réconciliation et m'accusant d'être vindicative et trop émotive. Leur soutien à leur cher garçon était inébranlable, jusqu'à ce que mon père décide d'intervenir. Il leur a envoyé un dossier concis et choisi d'informations, une copie de la confirmation d'hôtel pour la suite lune de miel, le message texte que Mark a envoyé après la naissance de Lily, et un bref résumé juridique du détournement de fonds. Le récit d'un malentendu fut instantanément anéanti par les faits froids et durs. Ils étaient horrifiés, non seulement par la cruauté de leur fils,
mais par la nature publique et vérifiable de sa disgrâce. Leur soutien s'est évanoui du jour au lendemain. Ils ont appelé Mark, non pas pour offrir du réconfort, mais pour exprimer leur profonde déception et leur honte. J'ai appris plus tard par une connaissance commune que sa mère lui avait dit qu'il n'était plus le bienvenu chez eux tant qu'il n'aurait pas réglé ce désordre dégoûtant. Il s'est retrouvé complètement seul, dépouillé de son travail, de ses amis, et maintenant du soutien inconditionnel de sa famille. Il était une île, et la marée de sa propre création montait autour de lui. Il avait passé toute sa vie à construire un monde qui tournait autour de lui, et en l'espace d'une semaine, il avait réussi à tout réduire en cendres. Il n'avait plus personne à blâmer que l'homme qu'il voyait dans le miroir, et je soupçonne que ce fut la réalisation la plus terrifiante de toutes. Le sort de Chloé était inextricablement lié à celui de Mark, et sa chute fut tout aussi complète et satisfaisante. En tant qu'employée subalterne engagée dans une liaison avec un supérieur et participante consentante à la déclaration frauduleuse de leurs frais de voyage, sa position au sein de l'entreprise était intenable. Alors que Mark était suspendu, elle fut licenciée sur le champ. Il n'y eut aucune enquête, aucune période de grâce. Son bureau fut vidé par la sécurité, ses affaires lui furent livrées dans une boîte en carton. Sa carrière prometteuse dans la finance était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. La protégée, brillante et dévouée, n'était plus qu'une ancienne employée déshonorée, mise sur liste noire dans le secteur. Pendant un court moment, elle s'est accrochée à Mark. J'imagine qu'elle les voyait comme un couple tragique et romantique, victime d'une épouse cruelle et vindicative. Ils ont emménagé ensemble dans un petit appartement meublé, leur relation étant désormais mise à l'épreuve non pas par le frisson d'une liaison secrète, mais par la dure réalité du chômage et de la ruine financière imminente. Le glamour de la suite lune de miel à Aspen s'est rapidement estompé sous la lumière crue d'un 2 pièces exigu avec des meubles bon marché. Leur amour, qui avait prospéré sur l'ambition professionnelle et les week-ends volés, n'a pas survécu au stress de l'échec partagé. Les disputes ont commencé presque immédiatement. J'ai entendu par la bande un réseau étonnamment efficace d'anciens collègues qui avaient pris mon parti que leur dispute était épique, audible à travers les murs fins de leur nouvel immeuble. Elle le blâmait pour sa carrière ruinée. Il la blâmait d'avoir été une complication qui lui avait tout coûté. La dynamique du mentor puissant et de la protégée adoratrice a été remplacée par celle d'égos amers, tous deux se noyant et se griffant l'un l'autre pour un morceau de l'épave. La rupture finale fut apparemment une dispute hurlante dans le parking de l'immeuble. Elle lui a jeté un sac de ses vêtements et est partie en trombe, le laissant seul. Elle a plus tard envoyé un email venimeux à certaines de nos connaissances communes, se présentant comme la jeune femme naïve qui avait été manipulée et utilisée par un patron puissant et prédateur. C'était une tentative pathétique de sauver sa propre réputation à ses dépens, l'acte final d'un partenariat basé sur le pur intérêt personnel. J'ai lu l'email non pas avec colère, mais avec un amusement détaché et clinique. Ils avaient été partenaires dans la cruauté, et il était juste qu'ils se retournent l'un contre l'autre lorsque les conséquences sont arrivées. Ils se méritaient l'un l'autre, et ils méritaient les fins misérables et solitaires qu'ils s'étaient créées. La procédure judiciaire fut un cours magistral d'efficacité, grâce à Eleanor Vance. Mark, maintenant humilié et financièrement paralysé, n'avait ni l'estomac ni les fonds pour un long combat. Son avocat, voyant la montagne de preuves irréfutables contre son client, lui a fortement conseillé d'accepter l'accord de règlement proposé par Eleanor. Ce ne fut pas une négociation, ce fut une reddition. La dissolution de M.J. Holdings s'est déroulée exactement comme nous l'avions prévu. Un liquidateur indépendant a été nommé par le tribunal pour superviser la vente de tous les actifs. La maison, qui avait été mon projet passion, s'est vendue en une semaine sur le marché immobilier en plein essor. Voir le panneau « Vendu » sur la pelouse a été un moment doux amer, la clôture d'un chapitre douloureux, mais aussi le financement d'un nouveau, plus lumineux. Les voitures de luxe ont été vendues aux enchères. Le portefeuille d'investissement a été liquidé. La somme finale, même après la baisse du marché, était substantielle. De ce total, le liquidateur a d'abord réglé la dette que Mark devait à la société. Les 50 000 $ qu'il avait dépensés pour sa liaison avec Chloé ont été déduits de sa part potentielle et ajoutés au total des actifs. Ensuite, tous les frais juridiques ont été payés. La facture d'Eleanor était importante, mais valait chaque centime. Enfin, la somme restante a été divisée. 51% ont été transférés directement dans un nouveau compte en fiducie que j'avais créé pour moi et Lily. Les 49% restants, maintenant considérablement diminués, ont été transférés à Mark. C'était assez pour qu'il vive pendant 1 an ou 2 s'il était prudent, mais c'était une misère comparée à la richesse qu'il avait autrefois contrôlée. C'était l'équivalent financier d'une démolition. Il ne lui restait que juste assez de décombres pour se souvenir du gratte-ciel qu'il avait autrefois possédé.
Le divorce lui-même a été finalisé rapidement et discrètement. J'ai obtenu la garde physique et légale complète de Lily. Mark, compte tenu de son comportement récent et de sa situation instable, s'est vu accorder des droits de visite limités et supervisés, à organiser et à payer par lui, par l'intermédiaire d'une agence désignée par le tribunal. Il n'aurait aucun contact imprévu, aucune capacité à perturber nos vies. Le jugement final est arrivé par la poste un mardi matin. J'ai signé le dernier papier, et c'était fini. J'étais libre. J'ai tenu Lily dans mes bras, un beau bébé de 6 mois qui gazouillait alors, et j'ai traversé les pièces de notre maison vide, les planchers résonnant de nos pas. Nous quittions cet endroit et ses fantômes. J'étais entrée dans ce mariage en tant que femme indépendante et prospère, et j'en sortais mère, plus riche qu'avant et infiniment plus forte. Plusieurs mois plus tard, j'ai eu une dernière rencontre fortuite avec lui. Je me dirigeais vers un immeuble du centre-ville pour rencontrer un agent immobilier commercial à la recherche d'emplacement pour ma nouvelle société de conseil. Lily était avec moi, attachée confortablement à ma poitrine dans un porte-bébé. Au moment où j'allais franchir la porte tournante, un homme me l'a tenue ouverte. C'était Mark. J'ai failli ne pas le reconnaître. Le costume sur mesure et l'allure assurée avaient disparu, remplacés par un jean usé, une veste élimée et les épaules voûtées d'un homme vaincu. Il avait l'air maigre, fatigué et plus vieux de plusieurs années. La lueur arrogante dans ses yeux avait été remplacée par un regard hanté et vide. Il m'a regardé, puis le bébé sur ma poitrine, et une vague d'émotions compliquées a déferlé sur son visage. La honte, le regret et un désir désespéré et pathétique. « Julia, dit-il, la voix rauque. Elle est magnifique. » J'ai simplement hoché la tête, mon expression neutre. Je ne voulais pas lui donner un pouce de terrain émotionnel. Puis-je juste la tenir ? Une seconde ? Demanda-t-il, la voix se brisant. Il tendit une main hésitante, non pas vers le bébé, mais comme pour toucher mon bras. J'ai fait un petit pas en arrière, hors de sa portée. La dynamique de pouvoir entre nous avait été si complètement et définitivement inversée que cela ressemblait à une loi de la physique. Il était le suppliant, j'étais celle qui contrôlait. « Mark, dis-je, ma voix polie mais ferme, la voix que l'on utiliserait avec un étranger qui vous aurait pris pour quelqu'un d'autre. Conformément à l'ordonnance du tribunal, tout contact concernant Lily doit être organisé par le centre de visite familiale. Vous avez le numéro. S'il vous plaît, ne m'approchez plus dans la rue. » Son visage s'est décomposé. La dernière lueur d'espoir dans ses yeux est morte. Il a compris. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait pas d'appel. Je n'étais plus sa femme. Je n'étais pas la femme dont il avait brisé le cœur. J'étais une frontière légale qu'il n'était pas autorisé à franchir. Il a juste hoché la tête, un mouvement saccadé et défait, et s'est éloigné de la porte, la laissant se refermer entre nous. Je suis entrée dans le hall étincelant de l'immeuble, sans un regard en arrière, le poids doux de ma fille une présence chaude et réconfortante contre ma poitrine. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni même pitié. Je n'ai rien ressenti du tout. Il était simplement un homme que j'avais connu, un chapitre clos dans un livre que je ne lisais plus. Mon avenir était devant moi, dans cet immeuble, dans les plans pour ma nouvelle entreprise, dans le bel enfant que j'élevais seul. Il n'y avait aucune part pour lui. 1 an après le jour où il m'a laissée dans cette voiture, ma vie était méconnaissable de la meilleure façon qui soit. J'avais acheté une nouvelle maison, une superbe maison de ville moderne, dans un quartier dynamique et familial. Elle était plus petite que la monstruosité victorienne, mais elle était à moi, achetée avec mon propre argent, à mon propre nom. Elle était remplie de lumière, d'art contemporain et du son du babillage joyeux de ma fille. Les fantômes de mon ancienne vie avaient été complètement exorcisés. J'avais également lancé mon entreprise, GL Consulting, spécialisée dans la gestion de projets résidentiels haut de gamme et commerciaux de charme. Le « L » était pour Lily. Le capital de départ de l'accord, qui était substantiel, m'a permis de démarrer en force. J'ai engagé une petite équipe brillante, et ma réputation de mon ancienne carrière, combinée à un dynamisme renouvelé et féroce, a fait que les affaires étaient florissantes. Je faisais le travail que j'aimais, à mes propres conditions, avec une flexibilité qui me permettait d'être présente pour ma fille. Je ne survivais pas seulement, je prospérais, professionnellement et financièrement, d'une manière que Mark, dans sa vision étroite du succès, n'aurait jamais pu imaginer pour moi. Mes journées étaient pleines et joyeuses. Les matins étaient consacrés aux réunions avec les clients et aux visites de chantier, les après-midi aux sorties au parc et aux rendez-vous de jeu avec Lily. Les soirées étaient des moments de calme après qu'elle se soit endormie, où je pouvais travailler sur des propositions ou simplement déguster un verre de vin sur mon balcon, surplombant les lumières de la ville.
J'avais construit une vie riche, indépendante et entièrement de ma propre conception. J'étais l'architecte de mon propre bonheur, et les fondations étaient solides. J'avais renoué avec d'anciens amis et en avais fait de nouveaux, principalement d'autres mères de mon quartier. Ma relation avec mon père s'était approfondie pour devenir un beau partenariat. Il était un grand-père attentionné et mon conseiller commercial le plus fiable. Mon monde était rempli d'amour, de soutien et de liens authentiques, toutes choses qui avaient été manifestement absentes dans les dernières années de mon mariage. La femme qui avait été si perdue et brisée dans cette chambre d'hôpital me semblait un lointain souvenir, une étrangère que je plaignais, mais à laquelle je ne m'identifiais plus. La trahison qui devait me briser avait, en fait, été le catalyseur de ma renaissance. Je pensais souvent à la femme que j'étais avant, celle qui avait si volontiers submergé sa propre identité dans celle de son mari. Je ne la blâmais pas. On lui avait vendu un rêve, un fantasme séduisant de partenariat et de famille, et elle y avait investi de tout son cœur. Je comprenais ses choix, mais j'étais si profondément reconnaissante de ne plus être elle. Le creuset de la trahison de Mark avait consumé toutes mes illusions, toutes mes tendances accommodantes, toute ma volonté d'être sous-estimée. Il m'avait forgé en quelqu'un de plus fort, de plus vif et de plus conscient de soi que je ne l'avais jamais été. La douleur avait été un feu purificateur, et j'en étais sortie non pas marquée, mais trempée comme de l'acier. Je ne craignais plus d'être seule, je chérissais mon indépendance. Je ne cherchais plus la validation d'un partenaire. Je la trouvais dans mes propres accomplissements, dans le rire de ma fille, dans la satisfaction tranquille d'une vie bien vécue. J'en suis venue à voir l'acte de cruauté de Mark non pas comme le pire jour de ma vie, mais comme le plus libérateur. C'était une rupture violente et douloureuse d'un lien qui m'étranglait lentement. Il avait pensé qu'il abandonnait une femme impuissante et dépendante. Il n'avait aucune idée qu'il libérait une prisonnière. Ma colère envers lui s'était depuis longtemps estompée, remplacée par une sorte d'indifférence détachée. Il était une note de bas de page dans mon histoire, le méchant du premier chapitre qui donne par inadvertance son pouvoir à l'héroïne. Je ressentais une pitié lointaine pour la petitesse de son monde, pour le vide d'une vie construite sur l'ego et le statut. Il avait tout perdu parce qu'il n'avait jamais compris la valeur de quoi que ce soit de réel. Il avait échangé une famille contre une promotion, l'amour contre le prestige, et à la fin, il ne lui restait ni l'un ni l'autre. Ma propre vie, en contraste frappant, débordait de valeurs réelles et tangibles. L'amour inconditionnel de ma fille, le soutien indéfectible de mon père, la joie d'un travail qui a du sens, le réconfort d'une véritable amitié. C'étaient les actifs qui comptaient, le portefeuille qui ne perdrait jamais sa valeur. Je n'avais pas seulement gagné une bataille juridique, j'avais regagné ma vie. Mon histoire se termine non pas avec une fioriture dramatique, mais avec une scène de paix parfaite et ordinaire. C'est un samedi après-midi chaud de la fin du printemps, près de 2 ans après le divorce. Lily, maintenant une bambine bavarde et aventureuse avec mes cheveux noirs, et les yeux déterminés de mon père, court à perdre haleine à travers l'étendue verte d'un parc local. Elle poursuit un papillon jaune vif, son rire résonnant dans l'air clair. Je suis assise sur une couverture à carreaux étendue sous un grand chêne, la regardant. Je ne la regarde pas avec l'attention anxieuse et planante d'une nouvelle mère, mais avec la joie détendue et confiante d'une femme qui est complètement à l'aise dans sa peau. Mon téléphone vibre à côté de moi. Ce n'est pas un client, c'est un texto d'un homme nommé David. C'est un architecte que j'ai rencontré il y a quelques mois par l'intermédiaire d'un ami commun. Il est gentil, intelligent et drôle, avec une force douce qui est l'antithèse de l'arrogance cassante de Mark. Il a une fille, de quelques années de plus que Lily. Nos premiers rendez-vous ont été des après-midi chaotiques et joyeux au parc, nos filles jouant ensemble pendant que nous parlions. Le texto dit « J'espère que vous profitez de cette belle journée. Nous sommes à l'aire de jeu près du lac si vous avez envie de changer de décor. » Sophie demande où est son amie Lily. Je souris, un sourire sincère et non forcé qui atteint mes yeux. Je n'ai aucune idée de où cela mènera, et pour la première fois de ma vie, je n'essaie pas de planifier ou de prédire l'avenir. Je profite simplement du présent. Je suis ouverte à la possibilité d'un nouveau partenariat, mais je n'en ai pas besoin pour me sentir complète. Mon bonheur ne dépend de personne d'autre. C'est un état d'être que j'ai construit moi-même, de A à Z. Je réponds par texto. On arrive tout de suite. Je me lève en levant l'herbe de mon Jean. « Lily !» criai je. « Allons voir Sophie. » Elle se retourne, le visage illuminé d'excitation, et court vers moi, les bras tendus. Je la soulève, et elle enroule ses petits bras autour de mon cou, déposant un baiser collant et doux sur ma joue. Je la serre contre moi, respirant l'odeur du soleil et de l'enfance. Alors que nous traversons le parc, main dans la main,
Je ressens un profond sentiment de paix et de gratitude. Je suis libre, j'ai réussi, je suis une mère, je suis heureuse. L'avenir est une route lumineuse et ouverte, et pour la première fois depuis très longtemps, je suis excitée de voir où elle mène.